Donc, Yann, je te laisse la parole et c'est à toi. Parfait, merci. Écoutez, je m'appelle Yann Benamou, je suis le cofondateur de la société Dilips qui a créé une solution automatisée pour les PME et qui vise à aider les commerçants et toutes les activités qui ont un emplacement physique de manière générale à développer leur visibilité en ligne et à gérer leur réputation, qui est un élément essentiel pour pouvoir générer de l'activité. Et donc, comme ça a été dit précédemment, le thème d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous aider à prendre en main votre fiche Google My Business et de vous permettre de pouvoir avoir en main tous les éléments qui vous permettront d'être en tête de classement et donc de capter davantage de contacts entrants qui pourront ensuite, dans un second temps, être transformés en opportunités de business. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel client qui a besoin d'un produit ou d'un service, à moins qu'il vous connaisse, son réflexe principal, ça va être de prendre son téléphone ou son ordinateur et de faire une recherche en ligne. Ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, on le connaît, c'est l'acte d'achat, mais au milieu, il y a une phase qui est essentielle qui s'appelle la phase de découverte. Cette phase de découverte, elle peut avoir lieu sur différents canaux en ligne. Ça peut être à la fois des moteurs de recherche type Google, mais aussi des annuaires spécialisés, des réseaux sociaux de plus en plus, même des applications GPS, puisque si vous prenez votre application Waze, vous verrez qu'en tapant le nom d'un établissement, vous verrez qu'il y a pas mal d'informations qui sont des informations qualitatives et qui n'ont rien à voir avec la navigation GPS. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la recherche Internet est à la fois destinée à obtenir une information, mais surtout à se forger une conviction sur le prestataire qui sera capable de pouvoir adresser le besoin qui est celui du client qui effectue sa recherche. Et donc, il y a un triple enjeu dans cette histoire-là. La première chose, c'est il va falloir que vous puissiez être vu, il va falloir que vous puissiez renseigner votre client et il va falloir surtout que vous puissiez le convaincre que vous êtes une personne digne de confiance et que c'est chez vous qui doit réaliser cette transaction. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui se rend dans un magasin, à moins qu'il ne le connaisse d'avant, vous a trouvé et s'est renseigné sur vous au travers d'une recherche Internet. Et donc, c'est essentiel d'avoir bien en tête que votre première vitrine commerciale, ce n'est pas forcément votre établissement physique, c'est votre profil et votre visibilité en ligne. La difficulté d'être visible en ligne, c'est que les règles du jeu sont assez difficiles, puisque en réalité, c'est assez cruel. 75% des clics atterrissent sur les 3 premiers d'une page de recherche. Donc, typiquement, vous prenez une page de résultats à Google, les 3 premiers liens que vous voyez en tête, ce sont ceux qui sont cliqués par 3/4 des visiteurs. Et comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir apparaître en tête de ce classement? C'est justement ça, le but de la séance, vous expliquer comment faire en sorte d'être bien référencé et pourquoi le référencement local est certainement l'outil le plus puissant pour vous, de manière à optimiser vos chances d'être vu par les personnes qui font ces recherches. Avant de commencer, pour vous donner tous ces outils, je voudrais juste reprendre quelques bases pour bien que vous ayez en tête les différents éléments d'une page de recherche. La première section que vous voyez quand vous faites une recherche, donc là, il s'agit d'une recherche de plombier, par exemple, c'est une section qui correspond au référencement payant. Donc, autrement dit, vous allez acheter des mots-clés. Ces mots-clés, lorsqu'ils vont être tapés dans la barre de recherche, vont permettre de faire apparaître un lien vers votre site Internet. Ce sera très bien explicité par Google, puisque juste avant, il y aura un petit mot qui sera annonce pour bien mentionner le fait que c'est une annonce sponsorisée. Et donc, si le visiteur clique sur ce lien, il se rendra sur votre site Internet, moyennant une petite commission que vous verserez à Google. Alors, c'est très bien puisque finalement, vous résolvez le problème d'apparaître en tête de liste. Par contre, là, vous venez de vous créer une dépendance et une addiction à la publicité, puisque dès que vous allez stopper la publicité, vous allez retomber dans l'anonymat. Donc, autrement dit, ce n'est pas une solution pérenne. Si vous êtes capable de pouvoir apparaître en tête de liste naturellement, ce serait déjà beaucoup mieux. Et surtout, il faut bien garder en tête que n'importe qui clique sur le lien va vous faire dépenser de l'argent. Donc, on peut très bien imaginer que vos concurrents ou des petits malins qui s'amusent à cliquer sur ces liens-là peuvent vous faire dépenser de l'argent à fond perdu sans pour autant que ça se transforme en une opportunité business. Et la dernière chose, c'est qu'en termes de crédibilité,
Et encore une fois, donc en termes de confiance que le client peut accorder à ce lien sponsorisé, c'est quand même beaucoup moins crédible d'apparaître en tête de liste parce que vous avez payé Google pour y apparaître, plutôt que ce soit Google qui vous positionne spontanément tout en haut de la liste. Voilà pourquoi je pense que le référencement payant, ce n'est pas forcément la solution automatique qu'il faudrait utiliser pour des PME et des commerces de tout genre. La deuxième section, c'est celle que vous connaissez bien, c'est celle du référencement naturel. Donc, autrement dit, c'est votre site Internet qui va être référencé par Google. C'est une section qui est gratuite. Malheureusement pour vous, si je prends un exemple très typique, aujourd'hui, il y a par exemple en France 30 000 agences immobilières. On peut être certain que toutes ces agences immobilières cherchent à être le plus visible possible de manière à pouvoir capter des clients qui souhaiteraient mettre en vente leurs biens. Malheureusement pour elles, quand vous regardez et vous faites une recherche d'agence immobilière en ligne, vous verrez que les premiers résultats sont toujours occupés par des enseignes nationales qui ont en réalité des budgets marketing qui sont bien supérieurs aux vôtres. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, le référencement naturel est gratuit, mais il ne l'est pas vraiment. Il ne l'est pas vraiment parce qu'en fait, le positionnement dans le référencement naturel dépend du budget marketing que vous allez y consacrer pour pouvoir améliorer le référencement technique et également le contenu de votre site Internet. Il va falloir produire du contenu de qualité et forcément, dans ce genre-là, vous jouez avec des armes qui sont différentes parce qu'il y a forcément des entreprises qui ont des poches beaucoup plus pleines que les vôtres. Donc, autrement dit, pour un petit commerçant, c'est très difficile d'apparaître en tête de liste. Donc, comment faire pour solutionner cette problématique? Eh ben, c'est la raison pour laquelle Google a développé une troisième section depuis quelques années qui s'appelle le référencement local. Donc, autrement dit, il s'agit de 3 établissements et même toute une liste, si vous cliquez sur le bouton « Tout afficher », qui vous sont proposés par Google dans une section dédiée. Cette section, s'il n'y a pas de mots-clés qui ont été achetés pour des liens sponsorisés, elle apparaîtra en tête de liste. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que le critère de solidité financière n'est pas du tout influençant pour pouvoir déterminer votre position. Autrement dit, un petit commerce peut apparaître au-dessus d'une grande enseigne nationale et je vous le prouverai très facilement dans le slide qui va suivre. La dernière chose, et c'est en ça que je veux essayer de vous faire prendre conscience de l'intérêt du référencement local, c'est que qui dit référencement local dit compétition locale. Autrement dit, je reprends mon exemple de l'agence immobilière. Si vous êtes une agence immobilière située à Toulouse, disons, vous allez avoir dans la page de résultats toutes les agences immobilières qui sont situées à Toulouse. Il y en a peut-être 30, 50, 60, mais disons même 100. C'est toujours moins que les 30 000 qu'il existe au niveau national. Donc, autrement dit, vos chances d'apparaître dans les 3 premières positions, c'est une chance sur une centaine comparée à une chance sur 30 000 agences nationales qui existent en France. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Vous allez avoir beaucoup plus de chances structurellement d'apparaître en bonne position dans le référencement local plutôt qu'avec votre site Internet. Donc, ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que votre site Internet n'est pas forcément un outil d'acquisition, c'est un outil de conversion. Il va falloir, en fait, pouvoir attirer l'œil du client sur votre profil Google de manière à l'inciter ensuite à se rendre vers votre site Internet, à vous contacter par téléphone ou à se rendre directement physiquement dans votre établissement. Et donc, c'est ça tout l'intérêt du profil Google My Business, c'est qu'il va vous permettre de pouvoir acquérir le client et le détourner du boulevard dans lequel il est, c'est-à-dire la recherche Google, vers une petite voie qui mène jusqu'à votre magasin, qu'il soit virtuel ou physique. Et c'est donc pourquoi, maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir apparaître en tête de classement. Alors, juste avant de passer sur les différentes astuces que vous pouvez utiliser, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Donc là, je viens de vous faire une capture d'écran en tapant tout simplement dans ma barre de recherche « opticien ». Et dans cette page de résultats, j'ai donc le bloc de référencement local dans lequel vous avez une franchise qui s'appelle Optique 2000 qui apparaît et 2 boutiques indépendantes. Et par contre, quand vous regardez le référencement naturel avec les sites Internet, à ce moment-là,
Je ne vous ai pas copié toute la liste, mais les 10 premières positions, ce sont que des enseignes nationales. Donc là, vous voyez Afflelou, Grand Optical, mais vous en auriez encore toute une liste en dessous. Et donc finalement, avec la page de résultats, vous obtenez dès le premier aperçu des magasins indépendants qui n'ont pas forcément les moyens d'apparaître dans la section de référencement naturel, qui sont placés au-dessus de la section de référencement naturel et qui ont donc toutes les chances de capter l'attention d'un client qui serait à la recherche d'une paire de lunettes. Et c'est ça tout l'intérêt, encore une fois, du référencement local. Alors, comment faire pour être bien référencé localement? En fait, c'est très simple. Il y a 3 critères principaux pour pouvoir être bien référencé. Le premier, c'est la localisation. Qui dit référencement local dit qu'un client qui recherche typiquement un opticien va être mis face à des opticiens qui sont situés dans sa zone géolocalisable. Donc, grosso modo, s'il est situé à un endroit donné, il verra tout ce qui se passe autour de lui, mais certainement pas à une centaine de kilomètres de l'endroit où il se trouve. Donc ça, c'est clairement un paramètre qui est indépendant de votre volonté, mais en tout cas, si le client se trouve dans votre zone de chalandise, ben, typiquement, vous avez toutes les chances d'apparaître. Et ensuite, vous avez 2 leviers sur lesquels vous pouvez, pour le coup, agir et de manière à maximiser vos chances d'apparaître. Le premier, c'est ce qu'on appelle la pertinence. Donc, autrement dit, c'est s'assurer que Google pense à vous lorsque la recherche qui est effectuée par le visiteur correspond à votre activité. Et pour ça, ben, c'est aussi simple que d'expliquer à quelqu'un qui vous êtes et ce que vous faites. Si vous avez bien expliqué qui vous êtes et ce que vous faites, à ce moment-là, lui se rappellera que vous êtes la personne peut-être la plus apte à pouvoir répondre à la demande qui est exprimée par le visiteur sur la barre de recherche. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Et là, typiquement, Google n'a pas envie de se griller. Donc, typiquement, Google cherche à proposer des personnes qui sont fiables et qui font autorité, qui font référence dans leur domaine d'activité. Donc, autrement dit, il va falloir prouver à Google que vous êtes quelqu'un de confiance et cette confiance, vous l'acquérez au travers, évidemment, de votre réputation, mais également d'autres éléments que je vous détaillerai juste après. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué ça de manière assez générale, je vais rentrer dans le détail en vous donnant tous les leviers sur lesquels vous pouvez jouer pour pouvoir activer ces 3 leviers. Donc, le premier, c'est la localisation. La localisation, vous pouvez déjà très facilement agir dessus parce que lorsque vous créez votre profil Google Business Profile, vous allez devoir insérer 2 types d'informations. Le premier, c'est votre adresse physique, l'adresse physique de votre établissement. Et là, vous allez avoir 2 choix. Soit votre établissement physique accueille du public. Disons que c'est une boulangerie. Donc, très clairement, les clients se rendent à votre boulangerie et vous insérez votre adresse physique dans le champ qui est réservé à cet effet-là. Mais vous pourriez également être un restaurant qui accueille du public et qui, en plus, fait de la livraison. Et à ce moment-là, ce sera important d'expliquer à Google que vous n'avez non seulement une activité de restauration, mais aussi une activité de restauration à domicile via la livraison. Et auquel cas, dans ce cas-là, vous remplirez une deuxième section qui s'appelle les zones desservies. Dans les zones desservies, vous pouvez indiquer depuis un quartier jusqu'à un pays tout entier. Alors, il ne faut pas se leurrer, c'est évident que le référencement local est fait pour référencer des personnes qui sont actives localement. Donc, je vous conseille de pouvoir insérer des villes qui sont environnantes plutôt que d'expliquer que vous êtes actif sur tout un pays. Parce que, évidemment, Google a un choix qui est énorme pour pouvoir proposer des établissements qui sont proches de la recherche effectuée par le client. Et il n'y a que 3 positions dans le classement. Donc, il va forcément proposer des prestataires qui sont proches. Donc, choisissez jusqu'à 20 zones desservies. Et je vous conseille, encore une fois, d'insérer des quartiers ou des villes plutôt que des régions ou des pays. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que, à mon avis, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'insérer une adresse physique et de la rendre visible parce que d'un point de vue référencement, ça vous permet de mieux apparaître dans la recherche. Un exemple tout bête, c'est que quand vous allez sur Google Maps et que vous faites une recherche, vous verrez que sur la carte Google Maps, vous avez des drapeaux rouges qui apparaissent. Mais si vous n'avez pas inséré votre adresse physique, ben, le drapeau rouge n'apparaîtra pas pour votre adresse et donc vous deviendrez invisible aux yeux du client. Et même d'un point de vue référencement tout simple, les établissements qui n'ont pas d'adresse spécifiée sont moins bien référencés que ceux qui ont pignon sur rue. Alors, je passe à la suite.
ensuite, c'était une question de pertinence. Déjà, pour pouvoir être pertinent, il faut bien garder en tête une chose, c'est que le système des profils Google My Business est ouvert au public. Autrement dit, n'importe quelle personne dans le monde est capable de pouvoir proposer à Google des informations et des modifications sur les fiches d'établissement. Donc, si vous n'êtes pas maître de la fiche d'établissement qui vous correspond, et gardez en tête que Google, quelquefois, crée un profil sans même vous en informer, vous laissez la possibilité à n'importe qui, n'importe quelle tierce personne, d'insérer des informations qui sont vraies ou fausses. Et je vais vous en montrer 3 exemples assez symptomatiques qui vont vous permettre de pouvoir bien comprendre ce dont je parle. Je fais juste une pause 2 petites secondes parce qu'on vient de recevoir une question sur le slide précédent qui disait donc, pour les activités uniquement en ligne, on ne remplit que le deuxième, c'est-à-dire les zones desservies. Alors, pour vous répondre, très clairement, Google a interdit les activités digitales de se référencer sur le référencement local. Parce que le principe du profil Google, c'est de référencer des établissements physiques. Alors, évidemment, vous allez peut-être pouvoir vous référencer parce que Google ne se rendra pas compte tout de suite que c'est une activité purement digitale. Mais s'il s'en rend compte, votre fiche sera suspendue. À ce moment-là, ça sera perdu. Et si vous avez une activité typiquement de thérapie en ligne, à ce moment-là, je vous recommande quand même de pouvoir avoir une adresse physique qui permettra de pouvoir capter de la clientèle qui se situe autour de votre siège social, effectivement, ou de l'endroit où vous exercez. Mais quoi qu'il arrive, si vous ne déclarez qu'une activité digitale, vous n'arriverez pas à grand-chose avec Google Business Profile. Alors, je reviens juste sur la question de la pertinence. Comme je vous l'ai dit, il faut revendiquer sa fiche. Autrement dit, indiquer à Google que vous êtes bien le propriétaire de l'établissement et vous assurer que toutes les informations qui sont insérées dans ce profil-là sont bien correctes. La première chose, encore une fois, gardez en tête que le profil Google My Business, c'est potentiellement la vitrine commerciale la plus visitée, bien au-delà de votre vitrine physique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions de recherches qui sont effectuées quotidiennement en ligne pour de la recherche locale. Encore une fois, je vais vous donner une statistique, mais elle est très parlante. Une anecdote très simple. Aujourd'hui, quand vous allez chez votre coiffeur, vous avez certainement de vos habitudes chez le coiffeur du quartier et vous n'avez pas besoin de faire une recherche pour savoir chez quel coiffeur vous allez vous rendre. Et pourtant, en France, il y a 30 000 recherches de coiffeurs qui sont effectuées chaque jour pour pouvoir trouver un cabinet de coiffure. Et on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont ignorants, mais en réalité, ça vous montre la masse de recherches qui est effectuée sur Google. Donc, pour n'importe quel type d'activité, vous pouvez être certain que des dizaines de milliers de personnes cherchent tous les jours. Et donc, si une personne se rendait sur une fiche, donc ça, c'est un profil Google qui est complètement vide, il n'y a que l'adresse physique qui est indiquée. Autrement dit, c'est comme si je vous affichais, je vous donnais un magasin avec une belle vitrine, sauf que derrière la vitrine, c'est un vide total. Il n'y a pas de merchandising, il n'y a rien sur la vitrine, c'est simplement une vitrine sans rien derrière. Ce n'est pas du tout attirant pour le client et forcément, ça n'inspire pas confiance. La deuxième chose qui pourrait se passer, c'est que si vous ne prenez pas garde de bien maintenir votre profil Google My Business, vous laissez la possibilité à des gens malveillants de pouvoir agir sur votre fiche. Ça peut se faire au travers du titre de l'établissement. Donc là, vous voyez par exemple, ça se passait en Angleterre. C'est un élève qui, dans une école, a renommé le nom de l'école. Donc l'école s'appelait Hornsey. Et en fait, il a renommé l'école en prison et enfer sur terre. Donc, je vous ai fait la traduction en anglais, mais c'est grosso modo ce qu'il a marqué dans son profil. Donc, c'était une plaisanterie, mais ça vous montre bien que n'importe qui peut modifier n'importe quelle information de votre fiche Google. Et là, un autre exemple pour plaisanter, quelqu'un qui se rend dans une chaîne de magasins bien connue aux États-Unis et qui s'amuse à modifier les serviettes de bain de manière à marquer le mot « PT » en anglais, et il a publié la photo directement sur le profil du magasin. Donc forcément, ça fait un peu de bad buzz et ce n'est pas forcément la chose qu'on a envie de voir sur son établissement. Maintenant que je vous ai mis en garde là-dessus, je vais rentrer dans le détail. Le premier élément qui va déterminer une grosse partie de votre puissance de référencement, c'est le titre de votre établissement.
Google, officiellement, va vous dire il ne faut mettre que le nom de l'établissement et rien de plus. En réalité, vous pourrez faire le test et je vous incite à le faire. Vous verrez que si vous êtes capable effectivement de mettre le nom de l'établissement, typiquement là, il s'agit d'une agence immobilière qui s'appelle Deferla, mais également l'activité principale, donc il s'agit d'une agence immobilière, et éventuellement, si vous avez la capacité de renseigner des informations sur le quartier ou l'arrondissement ou la ville, à ce moment-là, vous verrez que votre classement va progresser énormément. C'est quelque chose qui est interdit par Google, mais qui pourtant est toléré, et c'est quelque chose qui est assez puissant en termes de résultats. Alors, il faut trouver, bien évidemment, un juste équilibre entre ne mettre que le titre et mettre toute une description qui ne ressemble plus du tout à un titre. Donc là, je vous ai montré 2 exemples que je considère être de bons exemples. Typiquement, le deuxième, c'est Hôtel Novotel, avec le quartier Paris-Vaugirard, Montparnasse. Et 2 exemples qui me paraissent être mal optimisés. Typiquement, le titre de la fiche s'appelle « Agent général AXA ». Alors, on a compris que c'est une agence d'assurance qui représente la franchise AXA, mais on ne sait pas où c'est, on ne connaît même pas le nom de la personne. Et donc, forcément, ça laisse beaucoup de choix pour confondre 2 établissements dans la même ville. Et ensuite, il y a l'excès inverse, où là, on va avoir quelqu'un qui va mettre tout un catalogue d'activités qui est beaucoup trop long pour pouvoir être pertinent. Et gardez en tête que si le titre est trop long, Google va avoir tendance à vous pénaliser au contraire. Donc, il faut bien faire attention. Donc, autrement dit, pour synthétiser, votre titre d'établissement, c'est essentiel. Et je vous recommande à minima de mettre le nom de votre établissement, l'activité principale et éventuellement la ville. Si vous arrivez à caser ça dans un titre qui est relativement compact, à ce moment-là, vous aurez un titre qui sera performant et vous progresserez facilement dans le référencement. La deuxième chose, et ça c'est encore plus important que le titre, c'est la catégorie d'activité. La catégorie d'activité, c'est exactement la même chose que si je vous envoie dans un supermarché et que je vous laisse en plein milieu du supermarché en vous demandant « allez chercher tel produit ». Forcément, vous allez être perdu si vous ne regardez pas au-dessus des rayons pour voir les indications avec, devant chaque rayon, le nom du rayon et ce que vous allez y trouver. Google, c'est la même chose. Il a besoin de vous mettre dans une case et pour lui donner beaucoup d'informations, il faut que vous lui donniez la case la plus précise possible. Et je vais vous montrer 2 exemples qui, justement, peuvent prêter beaucoup à confusion. Donc, la première chose, c'est qu'il existe des catégories d'activités principales et des catégories d'activités secondaires. Là, je vais me concentrer sur la catégorie d'activité principale. C'est celle qui représente au mieux l'activité de votre établissement. Et c'est celle que vous devez choisir avec le plus de précision. Et là, je vous montre l'exemple de 2 établissements où il y en a un qui a tout compris et l'autre qui s'est trompé. Donc là, il s'agit d'un établissement qui est situé à Paris, qui s'appelle Lazeo et qui fait de l'épilation laser. Et donc, sa catégorie d'activité que vous voyez juste en dessous s'appelle Centre d'épilation laser. Ça, c'est le titre de l'activité. Le concurrent, lui, s'appelle Le Centre Esthétique et ils font de la médecine esthétique à base de laser et anti-âge. Donc, autrement dit, là, il s'agit de soins esthétiques, mais certainement pas de centre d'épilation laser. Et pourtant, l'activité qu'il a choisie, c'est centre d'épilation laser. Alors, vous allez me dire pourquoi il s'est trompé comme ça. Simplement que, en fait, pour déterminer votre catégorie d'activité, vous allez devoir la choisir parmi une liste de plusieurs milliers de catégories d'activités qui sont définies par Google. Donc, autrement dit, ce n'est pas un champ libre, c'est vous qui allez devoir choisir parmi une liste qui vous est proposée par Google. Donc, faites bien attention de ne pas vous tromper, parce que c'est comme si demain, vous aviez une activité qui permettait de vendre des céréales dans un supermarché, mais qu'on vous classait au rayon de la poudre de machine à laver. Donc, autrement dit, vous allez vous retrouver dans un rayon qui ne correspond pas du tout à votre activité, et donc vous allez perdre des clients bêtement, simplement parce que vous vous seriez trompé. Alors, on a une question de Claire qui nous dit « Je suis home stager, il n'y a que activité d'architecte intérieur ou décoratrice. Les appels sont donc ciblés. Les appels ne sont donc pas ciblés. » Alors, effectivement, il y a des angles morts dans la liste de catégories d'activités qui sont proposées par Google. En fait, la bonne nouvelle, c'est que Google a tendance à
enrichir la liste régulièrement. Donc, c'est important que vous puissiez aller voir de temps en temps s'il n'y a pas de nouvelles catégories d'activités qui ont été créées. Et si ça n'est pas le cas, ce que je vous conseille de faire, c'est dans le prochain slide, je vais vous montrer un petit outil qui est une extension Chrome que vous pouvez installer sur votre navigateur Chrome et qui vous permet de pouvoir espionner ce que font vos concurrents pour voir les catégories d'activités qu'ils ont choisies de manière à, si vous, de manière à ce que vous puissiez facilement enrichir vos propres catégories d'activités si vous avez oublié certaines catégories qui étaient intéressantes pour vous. Donc, ça me permet de faire la transition. Merci Claire. Là, il s'agit en fait des catégories d'activités secondaires. Donc, autrement dit, Google vous permet d'avoir une catégorie d'activité principale et ensuite jusqu'à 9 catégories d'activités secondaires. Ces catégories d'activités secondaires vous permettent de démultiplier les possibilités d'apparaître dans un résultat de recherche. Et je vous le montre de manière très simple, c'est que si je tape dans la barre de recherche magasin d'outillage à Caen, à ce moment-là, Google me fait apparaître le magasin Castorama qui est situé à Hérouville en tant que catégorie, avec une catégorie d'activité qui s'appelle magasin d'outillage. Et si je refais la même recherche avec magasin de bricolage, à ce moment-là, c'est toujours le même magasin qui est situé à Hérouville, mais cette fois-ci, sa catégorie d'activité, c'est le magasin de bricolage. Et donc, en fait, ce qu'a réussi à faire le magasin Castorama, c'est de pouvoir multiplier les catégories d'activité de manière à être certaine que, quelle que soit la recherche qui est effectuée autour du thème du bricolage, ils apparaissent dans la recherche. Et je vais vous le montrer maintenant avec le petit outil dont je vous ai parlé juste avant, c'est-à-dire c'est une extension Chrome que vous pouvez trouver très facilement en tapant dans Google le nom de l'application qui s'appelle GMB Everywhere. Et cette petite application vous permet en fait de pouvoir analyser ce que font vos concurrents. Alors, je vais couper le partage 2 petites secondes pour vous basculer sur une fenêtre Internet et je reviens tout de suite. Hop. Donc, normalement, vous devez voir mon écran, c'est bien le cas? Alors, moi, je suis encore sur le PDF. Ok, normalement, ça a dû basculer. Est-ce que ça a basculé là? Ouais, là, c'est tout bon. D'accord. Donc, ce petit outil dont je vous parlais, il se trouve ici. En fait, ce que vous voyez surligné en orange, c'est le petit outil que j'utilise qui me permet de voir donc, le fameux magasin dont je vous parlais et de découvrir toutes les catégories d'activités qui ont été utilisées par le magasin. Donc, la catégorie principale, c'est magasin de bricolage. Et ensuite, on retrouve toutes les autres catégories d'activités que le magasin a utilisées. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous êtes, par exemple, je reprends l'exemple de Claire, architecte d'intérieur, à ce moment-là, vous pourriez voir ce que les autres concurrents ont choisi comme catégorie d'activité. Et si vous n'avez pas choisi les mêmes catégories d'activité, ben, c'est intéressant de pouvoir le faire de manière à compléter vos catégories d'activité et maximiser votre visibilité. Donc ça, c'est un outil assez intéressant. Je reviens maintenant sur la présentation PowerPoint. Je te laisse me dire si on voit bien l'écran. Là, on est toujours sur la map. Ah, c'est bon. C'est parfait. OK, donc ça, c'était pour les catégories d'activité. Donc, je résume. Le titre, c'est essentiel pour pouvoir indiquer à Google qui vous êtes et où est-ce que vous êtes où est-ce que vous êtes situé et ce que vous faites. Et la catégorie d'activité vous permet de pouvoir démultiplier votre visibilité en expliquant à Google tous les types d'activités que vous êtes capable de réaliser. Bien évidemment, gardez en tête que la catégorie d'activité principale, c'est celle sur laquelle vous serez le mieux référencé. Et les catégories d'activités secondaires, ce sont des opportunités supplémentaires, mais qui ont moins de puissance en termes de référencement pour pouvoir vous référencer. La troisième chose que vous pourriez faire, c'est la description de votre établissement. Google vous permet de pouvoir décrire votre établissement en 750 caractères et cette description, elle est autant intéressante pour vos visiteurs qu'elle ne l'est pour Google. C'est-à-dire que Google va analyser le contenu et les mots-clés que vous aurez mis dedans vont être utilisés par Google pour pouvoir vous référencer. Donc là, je vous montre 2 exemples encore. Un exemple d'un bon élève, on va dire, une agence immobilière qui explique qu'elle est située à une certaine adresse. Elle cite 2 stations de métro. Elle explique qu'elle est active sur différents quartiers, donc tout ce que vous voyez en orange. Et ensuite, elle explique également les activités qu'elle est capable de faire. Donc, elle fait de l'estimation d'appartements, de l'estimation de maisons, de l'achat, de la vente, de la location et de la mise en gestion locative. Donc, autrement dit, au travers d'un petit texte qui est bien rédigé,
elle explique à Google qui elle est, ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle est située. Et ça, c'est très bien. En revanche, la deuxième description que j'ai tirée d'une fiche Google, c'est un texte qui est également bien rédigé, simplement il n'y a aucun mot-clé, et donc grosso modo, vous n'aidez pas Google à mieux vous comprendre, et forcément, c'est une opportunité perdue pour pouvoir améliorer votre référencement. Et enfin, la dernière chose que je voudrais vous dire au sujet de la pertinence, c'est que Google analyse toutes les informations que vous lui donnez à disposition. Toutes les informations, ça veut dire non seulement les informations que vous insérez dans votre profil Google, mais également toutes les informations qui sont disponibles en ligne. En ligne, ça veut dire aussi bien sur votre site Internet que sur d'autres profils qu'il peut trouver, par exemple, sur vos profils de réseaux sociaux. Et je vous montre quelques exemples de mentions que Google utilise en tirant des informations, des sources d'informations sur lesquelles il allait les chercher. Donc, typiquement, une mention de site web. Le site web mentionne gestion locative parce que dans la recherche, j'avais tapé gestion locative. Et donc, c'est le fait que le site web ait inclus le mot gestion locative qui fait que cette fiche-là est ressortie bien mieux que toutes les autres. De la même manière, les avis clients, c'est quelque chose qui est scruté par Google de manière très importante. Alors, je précise, les avis clients, ce sont les avis qui sont déposés par les clients et pas le contenu de vos réponses à vous. Donc, quand vous collectez un avis, c'est important que votre client que vous disiez à votre client qu'il faut bien rédiger un texte avec des mots-clés parce que ce sont ces mots-clés qui vont être repris par Google. Typiquement, là, j'ai dû taper Institut de beauté professionnel et donc Google me ressort un avis client qui citait une vraie professionnelle à votre écoute et aux petits soins. Je prends le cas d'un restaurant, j'ai dû chercher une pizza calzone. Là, la fiche qui est ressortie grâce au fait que le client avait inséré un menu dans le profil Google dans lequel il mentionnait qu'il avait une pizza calzone à son menu. Alors, je peux m'étendre comme ça, mais vous pouvez le faire sur différents types de champs qui sont disponibles sur le profil Google, que ce soit aussi bien des posts que des services que vous allez pouvoir lister sur le profil Google. Donc, autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la meilleure façon d'aider Google à savoir qui vous êtes, c'est déjà de compléter tous les champs qui sont disponibles sur le profil Google et de les remplir avec attention et surtout des mots-clés, parce que ce sont ces informations-là qui vont permettre à Google d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Et ça, c'est essentiel. Je vais parler des avis clients ensuite, Benoît, j'y viendrai juste après. Alors, une petite parenthèse pour vous expliquer ce que peut faire Dllibs pour vous aider. En fait, la solution qu'a développée Dllibs, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai raconté juste avant pour Google, mais nous, on le réplique de manière automatisée sur une quarantaine de plateformes qui sont celles sur lesquelles les clients naviguent le plus souvent. Et ces plateformes, on peut les synthétiser en différents canaux, donc aussi bien les moteurs de recherche avec Google et ses concurrents que les réseaux sociaux. Donc là, vous avez Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Toutes les applications GPS, qu'elles soient sur votre téléphone avec Waze, mais également dans votre voiture. Dans votre voiture, il y a 2 fournisseurs dans le monde qui fournissent des cartes pour les GPS de voiture. Nous, on envoie vos informations directement vers ces fournisseurs-là, de manière à ce que quelqu'un qui vous recherche via le nom de l'établissement dans sa voiture puisse vous trouver facilement. Si vous avez une activité de restauration et de tourisme, on est présent sur tous les annuaires spécialisés, que ce soit TripAdvisor comme Petit Futé ou encore d'autres applications de réservation spécialisées. On a également tous les annuaires spécialisés type, bien sûr, Google, mais également Trustpilot, Yelp ou juste à côté. Et enfin, tous les agrégateurs de données. Typiquement, vous avez certainement un iPhone, un Mac ou autre chose qui provient de la marque Apple. On envoie toutes vos informations vers Apple de manière à ce que, quelle que soit l'application Apple sur laquelle le client vous recherche, vous puissiez être trouvé. De la même manière, si vous avez un objet Samsung ou Android, ces applications-là utilisent une plateforme qui s'appelle Foursquare. On envoie vos données également là-bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sans que vous ayez à faire d'efforts, vous allez avoir l'équivalent d'un profil Google sur toutes ces plateformes-là, sans avoir à refaire le travail de création du profil, remplissage des informations et surtout de maintenance. Parce que vous pouvez imaginer très facilement que dès que vous allez commencer à multiplier le nombre de sources sur lesquelles vous allez apparaître, vous allez forcément avoir des informations qui vont commencer à être incohérentes les unes avec les autres parce que vous n'aurez pas maintenu vos profils à jour.
Et à ce moment-là, malheureusement pour vous, ça va être un négatif pour votre référencement Google, tout simplement parce que Google va comparer les informations qu'il obtient depuis sa fiche par rapport à ce qu'il trouve à l'extérieur. Et s'il voit que les informations sont incohérentes, vous allez être pénalisé. Et donc, D-Libs vous permet en fait de pouvoir avoir une visibilité qui est maximale et qui va renforcer votre référencement Google, puisque le fait d'être vu partout par Google va lui donner l'impression que vous êtes quelqu'un d'important. Et en plus, vos informations seront toutes identiques et donc il aura l'impression que vous êtes quelqu'un de fiable. Alors, j'en viens aux avis clients qui ont été réclamés par Benoît. Inspirer confiance, c'est essentiel. Et pour inspirer confiance, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir que vous puissiez collecter des avis. Pour collecter des avis, c'est quelque chose qui est fastidieux, mais qui est essentiel. Et un avis, c'est aussi important en termes de qualité de notes, mais également en termes de volumétrie d'avis que vous allez recevoir. Et pour vous donner quelques statistiques, aujourd'hui, un client lit à peu près 10 avis clients de manière à se forger une opinion sur l'établissement dans lequel il va vouloir réaliser sa transaction. Donc, il va falloir déjà que vous ayez au moins 10 avis et 10 avis de bonne qualité. Et surtout, il faut bien avoir en tête que si votre note est inférieure à 4 sur 5, vous avez la moitié des clients statistiquement qui vont passer leur chemin pour s'adresser à un établissement concurrent. Donc, essentiel pour vous, collecter des avis, en collecter un maximum et des avis de qualité. Ne pensez pas qu'avoir 5 sur 5, c'est la note idéale parce que vous allez avoir tendance à vous décrédibiliser. Si vous avez quelques aspérités sur le profil, c'est pas mal. Ce n'est pas forcément une bonne chose d'avoir que des avis 5 sur 5 parce que les gens vont penser que c'est peut-être des amis qui ont témoigné pour vous et pas forcément des avis réels. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut absolument répondre à tous ces avis. Google regarde les avis qui ont été déposés et si vous n'y répondez pas, il va avoir tendance à penser que vous en fichez et il va avoir tendance à dégrader votre référencement. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire sur ce sujet-là, c'est que si vous répondez à vos clients, c'est quand même une marque de gratitude que vous leur donnez parce que rien ne les oblige à venir témoigner. Donc, le fait que vous témoignez pour les clients permet en fait de leur montrer que vous êtes quand même attentif à ce qu'ils font. Et pour des personnes qui ne vous connaissent pas, ils doivent certainement avoir l'impression que vous êtes attentif au service client et que vous êtes donc une personne de confiance. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ne tardez pas à répondre aux avis, c'est important d'y répondre rapidement et il faut répondre aussi bien aux avis positifs qu'aux avis négatifs. Ne pas répondre à un avis négatif, c'est laisser la possibilité à un visiteur qui ne vous connaît pas de penser que le client qui a témoigné à raison contre vous. Et quelquefois, il y a des clients qui sont simplement de faux clients qui viennent témoigner, donc il faut quand même leur répondre. Et pour ceux qui ont vraiment eu une mauvaise expérience, le fait que vous puissiez leur indiquer que vous avez bien pris connaissance de leur mauvaise expérience et que vous leur proposez explicitement sur la réponse que vous formulez de trouver une solution avec eux ou de leur proposer un dédommagement ou une solution qui permettra de sortir de cette situation par le haut, ça vous permettra quand même de pouvoir montrer aux personnes que vous êtes très attentif à ce qui se passe. On est également capable chez D-Libs de vous aider à gérer votre réputation en ligne et surtout de pouvoir vous donner une idée très exhaustive de votre réputation en ligne. Comment on le fait? On le fait de manière très simple en centralisant tous les avis qui sont publiés sur une quinzaine de plateformes directement sur notre interface. Donc, autrement dit, si votre avis provient de Google, qui vient de Trustpilot, de Facebook ou autre, il suffit de vous connecter à notre outil pour pouvoir avoir la liste de tous les avis clients qui ont été déposés avec le nom du client, la note, la date à laquelle il a répondu et son témoignage. Et vous allez pouvoir très simplement répondre directement depuis notre application. Et dès que vous posterez la réponse, nous, on s'occupera de la publier directement sur la plateforme en question. Le fait d'avoir tous vos avis au même endroit, c'est la meilleure façon pour vous d'avoir une idée très exhaustive de la réputation que vous avez en ligne et surtout d'identifier facilement les leviers d'amélioration sur lesquels vous devez travailler. Typiquement, vous pourriez avoir plusieurs clients qui parlent d'un même sujet. Dans la mesure où vous êtes capable de filtrer par mots-clés, vous allez voir tout de suite les sujets sur lesquels vous devez travailler. Et en plus, on est capable de vous donner des statistiques chaque mois en vous disant la note moyenne que vous avez obtenue et le taux de réponse que vous avez fait à vos clients pour pouvoir être certain que vous allez dans la bonne direction. Comment faire pour collecter des avis? Comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quelque chose qui peut être assez fastidieux, mais on vous permet de faire en gagnant du temps. En fait, l'outil D-Libs vous permet de pouvoir solliciter des avis clients
via SMS et via email d'ici quelques semaines. Et comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire soit manuellement en insérant les coordonnées de votre client et lui rédigeant un petit message avec un lien. Et quand il cliquera sur ce lien-là, il arrivera directement sur le formulaire de témoignage Google. C'est-à-dire qu'en 2 clics, votre client aura laissé un message sans avoir eu à faire d'efforts particuliers. Et la deuxième chose, c'est que vous pourriez également fournir un fichier Excel directement à l'outil d'Ellipse et lui s'occupera de solliciter les clients à la volée sans que vous ayez à perdre trop de temps là-dessus. Gardez en tête une chose, encore une fois, plus vous avez d'avis clients, plus vous inspirez confiance, plus vous améliorez votre référencement et plus vous vous prémunissez contre d'éventuels avis négatifs qui viendraient, parce qu'avoir un avis négatif parmi 100 avis au total, c'est quand même moins important que d'avoir un avis négatif parmi 10. La note, elle va forcément beaucoup moins varier et donc vous allez pouvoir diluer des avis négatifs dans beaucoup d'avis positifs. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai une question qui m'a été posée. J'ai lu beaucoup d'histoires avec beaucoup de problèmes avec les avis clients. Par exemple, les personnes qui n'étaient pas clients et qui ont donné des avis très négatifs sans possibilité de les supprimer. Qu'en pensez-vous? Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas créé de profil. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit déjà en introduction, n'importe qui peut intervenir sur le profil Google d'une entreprise et, a fortiori, des personnes qui seraient mal intentionnées. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a différentes choses qui ont été implémentées par Google. Déjà, il y a un filtre qui est fait par Google et qui permet de pouvoir filtrer des avis qu'ils considèrent être comme suspects. Donc, si c'est une personne qui vient témoigner en positif comme en négatif et qui l'interprète ou qui, en croisant les informations, il se rend compte que c'est quelqu'un qui a peu de chances d'être vraiment client, il va déjà filtrer et donc censurer le post qui va être fait. La deuxième chose, c'est que il est possible de pouvoir faire supprimer des avis clients et pour ça, il faut être bien organisé. Concrètement, il faut demander à votre entourage et à différentes personnes de pouvoir signaler l'avis qui a été publié comme étant un avis suspect. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est que si vous avez parmi vous des personnes qui ont des statuts Google qui s'appellent guide local, donc autrement dit, des personnes qui sont très actives pour pouvoir participer sur les fiches Google, soit en indiquant des informations qui sont fausses, soit en déposant des avis, soit en postant des photos sur des établissements. Plus vous participez, plus vous avez des points, et ces points vous donnent accès à des rangs, et plus vous êtes bien classé dans ces rangs-là, plus Google tient compte de l'action qui a été faite par la personne qui détient ce statut. Donc, autrement dit, par exemple, chez Dlips, on a des personnes qui sont très bien classées et quand il arrive ce genre d'épisode avec des avis négatifs qui ont été postés par des personnes qui sont mal intentionnées, on intervient et généralement, on est capable de pouvoir faire sauter l'avis. Donc ça, c'est quand même assez utile. Et en dernier recours, pour des personnes qui sont qui n'ont pas encore réussi à obtenir gain de cause, encore une fois, je vous incite à collecter un maximum d'avis parce que, encore une fois, en ayant un avis négatif parmi une centaine d'avis, eh ben ça ne se voit pas sur la note générale. Si vous n'avez que quelques avis, forcément, ça se verra. Donc, la meilleure parade pour pouvoir contrer ces problèmes de mauvais avis qui, en plus, viennent de personnes malveillantes, c'est avant tout d'avoir une grosse réputation en termes de volume d'avis. Alors, je passe à la suite avec une dernière partie qui concerne le côté merchandising de votre profil Google et faire en sorte que votre fiche se démarque et attire l'attention de votre visiteur de manière à l'inciter à s'intéresser à votre profil et ensuite de vous contacter. La première chose qu'il faut faire, c'est exactement comme dans votre vitrine physique, c'est-à-dire avoir une vitrine qui soit alléchante. Pour avoir une vitrine qui soit alléchante, il faut avant tout que vous puissiez la populer avec des photos qui sont intéressantes. Les photos, ça attire l'œil et généralement, les personnes vont se forger une idée sur la qualité de vos services et de vos produits en consultant les photos. Donc, aidez-les déjà en insérant des photos de vos locaux, des photos de votre équipe, des photos de vos produits ou de vos services. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est de les inciter à passer à l'action. Pour les inciter à passer à l'action, c'est exactement comme avec votre site Internet. Il faut que vous ayez des boutons d'action. Et ces boutons d'action vous sont proposés par Google. Vous avez toute une liste qui apparaît dans le bas de votre écran. Et selon la catégorie d'activité dans laquelle vous êtes actif, Google va vous proposer différents types de boutons d'action.
Typiquement, si vous êtes un restaurant, vous allez pouvoir cliquer sur « Réserver une table » ou « Consulter le menu ». Si vous êtes une activité de service, vous allez avoir un bouton de prise de rendez-vous, etc., etc. Mais ça, c'est très important que vous puissiez le faire parce que, en réalité, il faut que vous puissiez inciter votre client à sortir de Google pour se rendre vers votre établissement, même si c'est votre site Internet ou une page spécialisée. La deuxième chose qui est très intéressante de faire avec Google, c'est de raccourcir le parcours entre votre client et vous. Et pour ça, rien de mieux que quelque chose qui est spontané. Et Google a créé, dans cette optique, un outil de messagerie interne. Donc, autrement dit, c'est exactement la même chose que WhatsApp, sauf que c'est un WhatsApp qui est dédié à Google Business Profile. Lorsque vous activez cette messagerie, vous allez avoir un nouveau bouton qui va apparaître sur votre profil Google qui va permettre à n'importe quel client de discuter avec vous via la messagerie. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir lui apporter un service en temps réel et pouvoir répondre à ses interrogations et donc forcément créer un lien qui va l'inciter ensuite à passer à l'action avec vous. Chez Dilips, on gère des centaines de fiches et je peux vous dire qu'entre le moment où on a commencé il y a 2 ans et maintenant, l'usage de cette messagerie Google s'est largement démocratisé et je vois pour certains clients qui ont surtout des activités de service, énormément de clients qui les sollicitent directement via la messagerie plutôt que de leur passer des coups de fil. Donc, je vous incite vraiment à pouvoir développer et activer ce service de messagerie parce que c'est quelque chose qui vous sera très utile. Et je vous avais montré d'ailleurs au travers des quelques captures d'écran que j'ai prises là. Typiquement, vous voyez, pour Dilips, il y a un bouton « Discuter » et en même temps que ce bouton « Discuter », il y a aussi un deuxième bouton qui apparaît qui est « Demander un devis ». Pour un restaurant, typiquement, ce serait « Réserver une table ». Une agence immobilière, c'est demander un rendez-vous. Donc, quelle que soit votre activité, vous avez la possibilité d'utiliser cette messagerie et je vous incite à le faire. Un autre moyen de pouvoir faciliter la communication avec vos clients. J'ai une question de Claire sur comment trouver la messagerie. Lorsque vous allez aller sur votre profil Google Business Profile, vous avez un bouton qui s'appelle Messagerie, activer la messagerie. Il suffit de cliquer dessus et la fonction va s'activer automatiquement. L'autre levier que vous avez pour pouvoir faciliter la communication avec vos clients, c'est d'utiliser la section questions-réponses du profil Google My Business comme une section de foire aux questions. Ce qui est très intéressant sur la section questions, c'est que lorsque une personne pose une question, on ne sait pas qui a posé la question. Par contre, on sait qui y a répondu. Et qui y a répondu, c'est aussi bien le propriétaire de la fiche qu'une tierce personne qui peut répondre à sa place. Encore une fois, je vous répète cette notification que j'ai faite au départ. Veillez à bien garder la maîtrise de votre profil Google parce que n'importe qui peut répondre aux questions qui sont posées par des tierces personnes. Mais juste pour revenir sur ce que je disais avant, puisqu'on ne sait pas qui pose la question, vous pourriez très bien décider par vous-même de poser vous-même les questions et de faire donc les réponses qui vont avec. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'en fait, vous allez pouvoir manipuler la question qui va être posée de manière à poser des questions sur des sujets sur lesquels vous êtes capable de pouvoir vous démarquer de vos concurrents ou capable de pouvoir mettre en avant des avantages, des forces de votre business. Et ça, c'est très intéressant parce que si le client vient et consulte la liste des questions qui a été posée par d'autres personnes, il va pouvoir facilement s'identifier à des sujets auxquels il est sensible. Donc, typiquement, ce que je vous conseille, c'est de prendre la liste des questions qui reviennent le plus souvent de la part de vos clients et d'en faire des questions sur votre profil Google. Et vous répondrez à ces questions-là de manière à pouvoir être certain qu'un client qui viendra avec certainement des questions qui vont être alignées avec celles qui reviennent le plus souvent va pouvoir trouver la réponse sans même vous appeler. Et le fait qu'il arrive à s'identifier à la question qui a été posée et y trouver une réponse va lui donner une incitation à vous contacter parce qu'il aura déjà créé une certaine forme de proximité avec vous parce que vous aurez déjà répondu à sa question. Une autre chose que vous pourriez faire et qui est très utile, c'est de créer une boutique de produits. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la boutique de produits, donc je vais vous la montrer, au travers d'une page Internet. Donc je bascule sur une page Internet. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Pour l'instant, non.
Voilà, c'est tout bon. D'accord. Donc là, on est sur la page d'un thérapeute qui est situé en Belgique et qui fait de la consultation dans son cabinet, mais aussi souvent par téléphone. Et en fait, il a organisé sa fiche Google en y insérant une section qui s'appelle la section produits, dans laquelle il présente ses activités. Et donc, vous pouvez voir que cette section, elle est constituée de catégories. Donc là, il s'agit de thérapie brève, hypnose et coaching de vie. Et ensuite, pour chaque catégorie, vous avez des petites vignettes qui permettent de décrire le service qui est proposé. Donc, typiquement, là, il parle de thérapie brève qui concerne des pathologies. Donc, typiquement, dépendance et addiction. Pour la dépendance et addiction, il y a donc le titre, un texte qu'il a rédigé et un lien vers son site Internet. Et tout en haut, un bouton d'action avec le numéro de téléphone qui apparaît. Et si on va dans une autre catégorie, par exemple l'hypnose, il parle d'un type d'hypnose avec, encore une fois, un petit visuel, un texte et un lien qui va directement vers son site Internet avec un lien pour téléphoner. Le fait que vous puissiez facilement créer cette boutique de produits ou de services vous permet déjà de vous démarquer très facilement de vos concurrents qui sont peu à utiliser ce type de fonctionnalité. Et surtout, ça rend votre fiche Google My Business beaucoup plus interactive et attrayante qu'une fiche qui serait tout simplement, qui répertorierait simplement les informations de base. Donc, je vous incite à utiliser cette fonction-là parce que c'est quelque chose qui vous permettra facilement faire la différence avec vos clients. Alors, je reviens sur ma présentation. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Pour l'instant, non, de côté, mais il y a toujours le petit temps de chargement. C'est tout bon. Parfait. Donc, pour créer cette boutique de services et de produits, c'est très simple. Vous allez encore une fois sur votre profil Google, vous cliquez sur la section produits et vous allez pouvoir créer ces vignettes. Très simplement, ça se passe en 5 étapes. Le titre, donc prêt professionnel par exemple, le visuel, le petit texte qui explique, le lien vers vos sites internet, mais ce n'est pas obligatoire. Et une fois que vous avez fait ça, vous répétez la même démarche pour créer toutes les vignettes dans vos catégories d'activité. Enfin, une dernière chose qui est possible de faire, c'est de pouvoir créer des posts. Et ces posts fonctionnent exactement la même chose que les réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir parler de votre actualité, vous allez pouvoir mettre en place en avant des événements, des promotions, ce que vous voulez. Google vous permet de pouvoir créer de manière très simple avec un visuel, un texte et éventuellement un bouton d'action. Donc, si vous connaissez les posts sur vos réseaux sociaux, ça marche de la même manière. Là encore, chez Dilips, on est capable de vous aider en centralisant toutes ces informations-là. Puisque avec notre outil, vous êtes capable non seulement de pouvoir insérer vos photos, remplir les listes de services, créer les questions et voir quand quelqu'un vous a posé une question et de notifier, répondre depuis notre interface. Si vous êtes un restaurant, vous allez pouvoir créer votre menu automatiquement. Et pour vos posts, vous allez pouvoir très facilement créer des posts qui vont être diffusés automatiquement vers Google. On est en train de développer de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au cours du premier semestre 2023. On va vous permettre non seulement de pouvoir diffuser vos posts directement sur Google, mais également d'adapter automatiquement le format du post pour pouvoir faire en sorte qu'il soit également publié sur Facebook et Instagram. C'est vous qui choisirez les réseaux sociaux sur lesquels ils seront publiés. De la même manière, puisque vos clients sont capables d'interagir avec vous au travers de Google, ils peuvent le faire également au travers de réseaux sociaux ou de WhatsApp, si vous avez un WhatsApp Business, avec la messagerie qu'on est en train de développer. Depuis notre interface Dilips, vous pourrez avoir accès à tous les canaux de communication que vos clients sont capables d'utiliser. Donc, que ce soit Google, des SMS que vous allez envoyer pour obtenir des avis, des emails de sollicitation d'avis également, publier des posts sur les réseaux sociaux ou discuter avec vos clients via WhatsApp. Tout sera disponible directement sur notre interface. Voilà, donc j'en ai terminé. On arrive à la fin de l'heure. Je ne pensais pas durer aussi longtemps. Mais ce que je voulais vous dire en synthèse, c'est très simple. Aujourd'hui, votre client démarre son parcours d'achat par une recherche en ligne. Si vous n'êtes pas capable d'être vu, de lui donner l'information et de le rassurer sur le fait que vous êtes quelqu'un de confiance, vous allez potentiellement perdre une vente. Et pour cela, il est donc essentiel de miser sur le référencement local parce que, encore une fois, en étant une petite entreprise, vous avez beaucoup plus de chances
d'apparaître en tête de liste grâce au référencement local pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Et si vous êtes capable d'attirer son attention et de le diriger vers chez vous, à ce moment-là, c'est votre talent de commercial qui fera la différence. Mais au moins, vous aurez déjà sollicité un client et généré un contact que vous n'auriez pas eu spontanément parce qu'il ne serait peut-être pas venu directement dans votre agence. Vous n'aurez pas posé la question. S'il me reste 2 minutes, je vais juste faire un point sur quelques cas d'école qu'on a rencontrés au travers de nos clients d'Ellipse. Ça ne veut pas dire que c'est d'Ellipse qui fait la magie, mais simplement pour vous montrer que mécaniquement, à partir du moment où vous êtes plus visible, vous générez beaucoup plus d'interactions. Le premier exemple, et je vais essayer de me dépêcher pour tenir dans l'heure, c'est l'exemple d'un restaurant qui était confiné en 2021 et qui nous a sollicité à la sortie du confinement pour pouvoir relancer son activité. Donc, on a utilisé l'outil d'Ellipse, on a fait en sorte de pouvoir le positionner avec des très bonnes positions pour différents types de recherches que vous voyez ici. Et là, vous voyez sur le deuxième graphique le nombre de vues de sa page Google au cours du temps. Donc, au moment où on a commencé, il avait à peu près 5000 vues par mois. Au bout de quelques mois, il est arrivé à peu près à une trentaine de milliers de vues. Et ce qui est important pour vous, ce n'est pas forcément le fait d'être vu, c'est surtout de savoir ce que ça veut dire en termes d'interaction. Et là, on est capable, nous, au travers de l'outil d'Ellipse, de pouvoir mesurer le nombre de fois qu'un client a cliqué sur le bouton itinéraire à partir du profil Google. Et vous pouvez voir très facilement que, à partir du moment où vous êtes vu, le nombre de clics augmente, puisqu'on est passé d'à peu près 20 personnes qui ont cliqué sur la demande d'itinéraire, donc autrement dit des gens qui se sont potentiellement rendus au restaurant. Et une fois qu'on a réussi à optimiser la position du restaurant, on est passé à peu près à 200 demandes d'itinéraire par mois. Donc, on a multiplié quasiment par 10 le nombre de clients qui se sont rendus au restaurant. Un autre exemple très simple, une agence immobilière qui est venue nous voir parce qu'elle avait déménagé de Paris intramuros pour une ville limitrophe de Paris. Malheureusement pour elle, il a fallu recommencer à zéro tout son référencement local. Et quand on a commencé, elle était classée 227e dans le classement. On a fini par réussir à la classer en deuxième position. Là encore, mécaniquement, le fait d'être vu en tête de liste fait que le nombre de vues a explosé. On est passé d'à peu près 500 vues par mois à 5000 vues par mois. Et le nombre de coups de téléphone que l'agence a reçus à partir du profil Google est passé d'à peu près 5 par mois à une cinquantaine par mois. Donc, grosso modo, c'est mécanique. Plus vous êtes vu et plus vous générez de contacts entrants. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, que ce soit sur le référencement local ou la solution d'Ellipse, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci en tout cas Yann pour cette présentation donc, du référencement local et de l'outil d'Ellipse qui est super intéressant. Benoît le dit aussi, voilà, la présentation est très intéressante, mais malheureusement, c'est le fait que tout le monde interagisse que c'est un petit frein. Moi, de mon côté, voilà, j'avais des questions, mais tu as répondu tout au long de ta présentation, donc c'est top. J'avais juste une petite question, c'est quand il des personnes qui mettent des notes sans avis, est-ce qu'il est utile d'y répondre ou laisser comme ça sans suite? Non, quoi qu'il arrive, il faut y répondre parce qu'il faut cocher les cases chez Google. Et comme c'est un robot auquel vous vous adressez, le robot ne va pas forcément faire la différence entre un avis qui a été explicité et un avis simplement qui consiste en une note. Donc, il faut y répondre quoi qu'il arrive. Typiquement, avec l'outil d'Ellipse, vous avez des messages qui sont préenregistrés que vous pouvez personnaliser. Et au lieu de perdre votre temps à rédiger un texte à chaque fois, vous avez juste à sélectionner le modèle de réponse d'avis de manière à y répondre beaucoup plus facilement. Super. Donc, en gros, si je résume l'ensemble de ta présentation, en fait, une fiche Google My Business ou Google Business Profile, c'est vraiment l'équivalent d'une vitrine en ligne qui permet de créer du trafic soit vers un magasin physique, soit vers un site Internet. Exactement. Donc en gros, bien l'entretenir, c'est comme bien entretenir son façade sur une rue marchande. C'est exactement ça, et il ne faut pas perdre de vue que la force de frappe de Google est bien supérieure au trafic piéton qui peut passer devant la boutique de n'importe quel établissement. Et c'est justement ça qu'il faut garder en tête. Et c'est la raison aussi pour laquelle il ne faut pas passer à côté de cette opportunité qui est encore une fois gratuite, qui est complètement indifférente à vos moyens financiers, contrairement au référencement d'un site Internet.
et qui donc donne les mêmes chances à un petit comme à un grand de pouvoir capter l'attention des clients et de générer de l'activité. Donc, on n'a pas besoin d'être un grand technicien du web pour optimiser son référencement sur les pages Google. J'espère qu'au travers des explications que j'ai données, chacun a pu constater que ce n'était pas de la magie et qu'on parlait de choses qui étaient vraiment abordables. Alors après, évidemment, un expert fera le travail peut-être avec plus de réussite que quelqu'un qui s'y met. Mais Mhm. entre commencer de zéro et arriver au maximum, même si vous arrivez à 2/3 du potentiel, c'est déjà des contacts clients que vous allez générer. Et pour ça, ça va vous demander un grand maximum quelques heures de travail pour pouvoir travailler sur votre fiche et ensuite, de temps en temps, faire un tour dessus pour pouvoir voir s'il y a eu des interactions. Et contrairement à aux craintes qui étaient exprimées par Benoît sur le fait que n'importe qui peut intervenir sur le profil, il ne faut pas non plus pousser le sujet à l'extrême. Des gens qui interviennent sur des fiches, ça reste quand même relativement rare. Et là, je vous ai donné des anecdotes qui étaient un peu extrêmes, mais c'était simplement pour essayer de susciter un peu votre attention. Ce genre de cas, on n'en voit pas passer tous les jours non plus. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques petites minutes, mais en tout cas, voilà, c'était une super présentation, donc n'hésitez pas. Puis, en tout cas, Yann, je te remercie encore. C'était Voilà, n'hésitez un pas. plaisir de Je vais juste participer. mettre mes coordonnées si vous souhaitez nous contacter a posteriori, si vous avez des questions particulières par rapport à vos profils, si le sujet de Dilip vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, on pourra échanger plus longuement. Et puis si on est capable de vous aider, ben, on le fera avec plaisir.